Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, donc merci de nous retrouver pour cette nouvelle session RE4A. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec le docteur Florence Sens, donc, qui est néphrologue à Lyon et qui va nous apporter donc, la vision du néphrologue sur les interactions cardio-rénales. Merci Florence Bonjour. d'avoir accepté. Vous voyez bien le diapo? Alors, on voit bien le diapo, mais je pense que tu sais, tu peux aller dans paramètres d'affichage pour changer le mode parce qu'on le voit en mode présentateur. Tu sais que la diapositive suivante. Et là, c'est tout bon. C'est bon. Bon. Ben, merci. Oui, c'est bon. Bon. En tout cas, merci d'aujourd'hui et de la syndrome cardio-rénal. Je vais passer aussi diffusage plus mais globaux. C'est bon? Et en la vision de la prise en considération insuffisance cardiaque et ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais parler de 3 points. Gestion médicamenteuse dans les situations d'insuffisance rénale, que doit savoir le cardiologue. Quand évoquer la dialyse chez les patients porteurs d'une insuffisance cardiaque sévère et quand et comment fait-on la dialyse en pratique. Donc finalement, est-ce qu'un néphrologue dans une équipe cardiaque est utile et que les cardiologues ont besoin de collaborer avec les néphrologues? Je vais essayer de vous convaincre que oui, mais vous aurez évidemment tout à fait d'accord. Donc, pourquoi appelle-t-on aujourd'hui les néphrologues? Globalement, il y a la question de la gestion médicamenteuse dans la situation d'insuffisance rénale, pour lesquelles toutes les spécialités généralistes dans les sollicitent. Finalement, comment je vais adapter mon médicament? La question de la gestion des diurétiques, je suis à pleine dose maximale, le patient ne répond pas. Est-ce que je peux faire mieux ou est-ce qu'il faut que j'évoque de la dialyse? Et puis, évidemment, la question de technique du F ou de dialyse. Donc, le premier point, l'évaluation de la fonction rénale dans les situations d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on a comme spécificité? La première spécificité, ça va être finalement l'approximation et l'erreur des formules d'estimation du DFG. Donc, évidemment, chez le patient qui a 50 ans, qui fait sa première poussée d'insuffisance cardiaque, qui travaille, qui reste actif, la masse musculaire correspondra de manière assez proche à celle d'une autre personne de son âge, et donc le DFG sera interprétable. En revanche, chez le patient qui fait plusieurs poussées d'insuffisance cardiaque, qui est sarcopénique, finalement, on a une masse musculaire moindre et donc une augmentation de créate moindre pour le même DFG, puisque la créatinine, l'entrée, c'est le renouvellement de la masse musculaire, l'entrée dans le sang, et la sortie, c'est le rein. Donc forcément, il y a à la fois les variations d'entrée et les variations de sortie qui vont jouer sur la créatinine. Donc les formules CKD-EPI et MDRD sont toutes les deux relativement erronées puisqu'on a dans 2/3 des cas une erreur de plus de 30% et dans la quasi-totalité de ces erreurs une surestimation. Donc finalement, le DFG estimé par CKD-EPI et par MDRD de votre patient, si vous l'estimez à 50, eh bien finalement, il sera assez souvent inférieur, peut-être à 30, 35, et il faudra le prendre en compte dans l'adaptation des médicaments. Donc, quand faut-il remettre en compte le DFG estimé? C'est dans les situations, comme je vous ai dit, de cachexie. Dans les situations de résistance aux diurétiques, ce qui est souvent un marqueur de défaillance rénale plus importante que celle qu'on ne croit, et dans les situations où on a une discordance urée qui finalement pourrait être un bon révélateur de la fonction rénale chez les insuffisants cardiaques, par rapport à la créatinine qui monte moins parce qu'ils sont cachectiques, sans hypovolémie. Donc, dans ces situations, vous pouvez vous dire aïe aïe aïe, est-ce que mon CKD-EPI est juste? Et ça peut valoir le coup de faire une cystatine C qui aujourd'hui est faite dans la quasi-totalité des hôpitaux, est faite dans les laboratoires de ville et remboursée. Alors oui, c'est plus cher que la créatinine, mais on a quand même une meilleure performance puisque vous voyez, on passe de 67% à 35% d'erreur d'estimation de plus de 30%.
Donc, il y a des formules CKD-EPI basées sur la cystatine C. Vous cliquez ces mots-clés sur Internet et vous trouverez tout de suite. Et puis, dans des cas plus particuliers où on a besoin vraiment de connaître très précisément la fonction rénale, entre autres les projets de transplantation, ça peut valoir le coup de faire une mesure de fonction rénale dans des services d'exploration fonctionnelle rénale. Mais bien évidemment, dans la mesure où ces services sont très peu nombreux en France, il ne s'agit pas d'envoyer tous les patients tous les mois là-bas. Ensuite, une fois que vous connaissez, au moins que vous avez estimé la fonction rénale de votre patient, il va falloir adapter les médicaments. Donc là, je vous rappelle que le site GPR est un site gratuit, informatif, français, que malheureusement aujourd'hui, il n'est pas complètement à jour parce que pendant plusieurs années, le site est resté utilisable, mais il n'y a pas eu de pharmacien pour mettre à jour les données. Donc, on sait qu'on a quelques années de retard. Un pharmacien a été, à ma connaissance, recruté il y a quelques mois. Donc, voilà, il va être mis à jour. En tout cas, c'est quand même une base de données inestimable, puisque vous allez avoir l'adaptation de la posologie en fonction de la fonction rénale ou du statut dialysé ou non. Vous pouvez avoir des analyses d'ordonnance et vous avez des informations sur la toxicité rénale des différents produits. Donc là, je vous donne un exemple pour le rivaroxaban. Donc moi, ce que j'ai indiqué, c'est rivaroxaban. Ils m'ont demandé l'indication puisque les doses peuvent fluctuer, mais pour la majorité des médicaments, ils ne demandent pas l'indication. Et ils m'ont demandé la fonction rénale de mon patient. Et donc là, attention, la fonction rénale, elle n'est pas indexée à la surface corporelle. Donc théoriquement, il faut la désindexer en prenant en compte la surface corporelle, puisque les formules, elles vous donnent par 1,73 m². Peu de gens le font. Donc, c'est peut-être pour les petits maigres et pour les grands gros qu'il faut au moins y penser. Et donc, on va vous donner la posologie identifiée et vous pouvez avoir des informations sur les signes de surdosage quand on a un faible niveau de preuve sur l'adaptation posologique. Donc, vous connaissez la fonction rénale aujourd'hui de votre patient, vous adaptez les médicaments, mais si par exemple vous avez un projet de greffe rénale, vous avez beau savoir qu'aujourd'hui sa filtration est à 15, vous voudriez savoir si avec un nouveau cœur, sa filtration repasserait à 50 parce qu'il est très fonctionnel, ou si finalement son DFG à 15, ça correspond à de la lésion rénale irréversible et qu'il faut envisager une greffe cœur-rein. Donc, les messages que voulez-vous, évidemment, je n'ai pas de réponse simple et sans risque à vous donner. Donc, on est plutôt sur un bouquet d'arguments. L'idée de base, c'est quand même qu'un patient fonctionnel n'est pas forcément un patient déshydraté. Donc, c'est important de savoir fonctionnel égale réversible, mais fonctionnel peut correspondre à hyperhydraté, peut correspondre à déshydraté et peut juste correspondre à un défaut de perfusion rénale par hypopression artérielle. Donc finalement, fonctionnel égale réversible, mais l'état d'hydratation, il va falloir raisonner par ailleurs. Quels sont les arguments pour dire qu'une insuffisance rénale est fonctionnelle? Eh bien, vous les connaissez, une créatinine intercritique qui est basse, voilà, une créatinine qui fluctue, si elle revient à 80 entre chaque épisode, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Sur le ionogramme urinaire, je vous rappelle qu'à partir du moment où on met des diurétiques, la natriurèse n'est plus interprétable puisque finalement elle est artificiellement augmentée, donc la fraction d'excrétion du sodium ne l'est pas non plus. Donc ce qui va être interprétable, c'est ce sur quoi les diurétiques ne jouent pas ou quasiment pas, c'est-à-dire l'urée, puisque finalement quand il y a une réabsorption d'eau en situation de déshydratation ou en tout cas fonctionnelle, il y a également une réabsorption d'urée. Donc en cas de fraction d'excrétion de l'urée à moins de 35%, c'est un argument pour une cause fonctionnelle. Évidemment, quand on n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, pas de protéinurie, pas d'hématurie, qu'on a des index de résistance au Doppler qui sont parfaitement normaux, on a plutôt tendance à penser que l'insuffisance rénale est fonctionnelle et qu'on n'est pas chez l'obèse diabétique hypertendu. Et puis, dans certaines situations, on a besoin d'aller jusqu'à la biopsie rénale pour trancher dans notre situation d'insuffisance cardiaque sur la possibilité de faire une greffe cœur seul sans mettre en danger la pérennité rénale et donc la survie. Donc, pour finir sur cette partie fonction rénale, je vous ai juste présenté une diapositive sur comment on raisonne sur un ionogramme urinaire. Et pour vous dire qu'on a vraiment deux raisonnements très différents en néphrologie. Il y a la situation chronique
où finalement on est à un état d'équilibre. Et donc, le raisonnement pour interpréter ce ionogramme, c'est les entrées égale les sorties. Donc, on collecte les urines de 24 heures pour savoir ce qui rentre. Donc, la natriurèse divisée par 17, c'est la consommation de sel. L'urée urinaire, c'est la consommation de protéines, divisée par 5. La créatinurie, ça va être une double information, c'est-à-dire à la fois, est-ce que mon recueil est de bonne qualité, puisque finalement, une production normale de créatinine, chez l'homme, on va être à peu près à 12-14 millimoles par jour. Chez la femme, on va être à 8-12 millimoles par jour. Donc, si je suis à 4, c'est que le patient a mal recueilli ses urines et donc que je peux arrêter d'interpréter mon ionogramme urinaire. Mais on a également une information quand même sur la masse musculaire, c'est-à-dire si on est certain du recueil, que le patient a une sonde urinaire et qu'on a une créatinurie à 6-7 millimoles par litre, c'est aussi clairement un marqueur de cachexie. Et puis les rapports albumine sur créatinine ou protéines sur créatinine, c'est un marqueur cardiovasculaire et rénal puisque c'est un fort marqueur pronostique, comme vous le savez. Donc ça, c'est la situation où la créatinine est stable, on n'est pas en insuffisance rénale aiguë. La deuxième situation, c'est celle où on est en insuffisance rénale aiguë. Donc, finalement, comme la créatinine fluctue dans le temps, on n'est pas dans une situation où les entrées égalent les sorties. On est dans une situation où le rein fait ce qu'il peut pour s'adapter et nous, on va essayer d'en tirer des informations. Donc, on est en situation de déséquilibre et sur un échantillon d'urine, ça va suffire, on va regarder comment le rein est adapté. Donc, c'est là qu'on va utiliser la fraction d'excrétion de l'urée, le rapport urée sur créatinine sanguine, et en l'absence de diurétique, on peut interpréter la natriurèse. Voilà. Et donc, juste pour vous préciser que dans les situations de variation rapide de la créatinine et d'insuffisance rénale aiguë, le DFG estimé n'a aucune valeur et donc tout ce qu'on a, même si c'est loin d'être parfait, c'est les critères d'insuffisance rénale aiguë qui vont se baser sur la variation de la créatinine et sur l'élimination urinaire. Donc pour cette première partie, fonction rénale dans les situations d'insuffisance cardiaque, les messages que je voulais que vous reteniez, c'est que la fonction rénale, à un instant donné, quand la créatinine est stable, c'est le CKD estimé, au moins une fois sur la cystatine C et puis en termes de fluctuation au cours du temps sur la créatinine. Et puis, si on a besoin de quelque chose de très précis, eh bien, il faut trouver comment mesurer le DFG. La fonction rénale, à un instant donné, dans les situations de créatinine instable, donc quand on a une insuffisance rénale aiguë et que la créatinine est passée de 250 à 350 du jour au lendemain, eh ben, il n'y a pas de Graal, donc il va falloir choisir un chiffre pour pouvoir adapter vos médicaments. L'adaptation médicamenteuse, vous pouvez vous baser sur le GPR, mais il ne faut pas hésiter évidemment à appeler les néphrologues dans les situations surtout de marge thérapeutique étroite. Et puis pour la composante fonctionnelle, qui est particulièrement utile dans les projets de greffe et parfois dans les LVAD, c'est un bouquet d'arguments puisque aucun n'est parfaitement fiable, les fluctuations de la créatinine, la fraction d'excrétion de l'urée et les autres données urinaires, échographiques et de biopsie rénale. J'ai terminé la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis sinon vous pourrez les poser à la fin. Donc, deuxième partie, quelques messages clés sur la gestion des traitements qu'ont souvent les patients insuffisants. Donc, sacubitril, valsartan, l'idée c'est que le valsartan, c'est un ARA2 qui est largement utilisé en néphrologie également. Donc, en dehors de la surveillance de la kaliémie, de l'introduction à dose progressive et de la surveillance de la fonction rénale, il n'y a pas de précaution particulière. La difficulté, ça va être le sacubitril, qui va être moins éliminé dans les situations d'insuffisance rénale. Et le risque, finalement, surtout l'hypotension. Donc, l'idée, ça va être de vous dire, soit je suis dans une situation où je peux le mettre et je n'ai pas de précaution particulière, soit je suis un peu en dehors de l'AMS, parce que je pense que c'est bon pour mon patient, je vais quand même vérifier la tolérance tensionnelle plus que chez un autre patient. Et des hypotensions mal tolérées seront un argument pour des statoses.
Donc, dans les situations à plus de 30 DFG, pas d'adaptation, même si, comme je vous l'ai dit, le DFG estimé ayant tendance à sous-estimer la fonction rénale de ces patients, eh bien, entre 30 et 45 de DFG, ou si l'urée est particulièrement élevée, cette notion de pas d'adaptation, elle nécessite quand même une surveillance particulière. Dans les situations où le DFG est à moins de 30, on est hors AMM, donc comme d'habitude, on informe le patient. En revanche, si vous pensez qu'il y a un bénéfice clinique évident pour votre patient, vous l'introduisez à la plus faible dose et vous surveillez de manière beaucoup plus rapprochée la tolérance. Dans les situations d'insuffisance rénale terminée, déconseillant après ça tient de ce traitement lié à une discussion, le maintien est encore une fois particulièrement accru. Discussion cas par cas, surveillance particulièrement accrue. Les anticoagulants oraux directs sont contre-indiqués à moins de 15 de DFG. C'est utilisé en dialyse aux États-Unis, dans certains pays, mais la balance bénéfice-risque est loin d'être évidente. Donc aujourd'hui, la majorité des néphrologues et des centres de dialyse mettent malheureusement pour les patients, toujours les patients sous AVK pour des DFG à moins de 15, c'est mon cas, puisque finalement les données de sécurité sont encore non établies. Donc on adapte les doses selon les recommandations. IEC, ARA2, pas de message spécifique, puisque finalement, ça fait longtemps que vous les utilisez, qu'on les utilise. Donc, on sait qu'il y a un bénéfice cardiovasculaire et rénal à mettre les insuffisants cardiaques sous IEC, ARA2. Pour nous, il n'y a pas de différence, ni de tolérance, ni d'efficacité entre les IEC et les ARA2. Il faut surtout, chez les insuffisants rénaux, être particulièrement attentif à la surveillance de la créatininémie et de la kaliémie, et donner les consignes d'arrêt en cas de déshydratation ou de risque de déshydratation. Et dans tous les cas, conformément aux études sur les glyphlosines, l'introduction d'IEC ARA2 à la dose maximale tolérée, alors parfois on ne peut pas, mais en tout cas, il faut avoir essayé de monter au maximum la dose d'IEC ARA2 avant d'envisager d'introduire les glyphlosines si on veut être conforme aux données des études. Alors, glyphlosine et insuffisance rénale, j'ai pas mal de diapos, mais mon message est assez clair. Globalement, dans quelle population est insuffisante rénale est-ce que les glyphlosines ont été étudiées et ont démontré leur efficacité? Crédence, on est DFG entre 30 et 90 et rapport urinaire albumine sur créatinine à plus de 300 mg par gramme, donc ça fait à peu près 300 mg par jour, donc macro-albumurique. DAPA-CKD, on est entre 25 et 75 avec un UACR à plus de 200. Et EMPA-Kidney, c'est le seul qui va s'intéresser aux patients non albuminuriques, puisque au-dessus de 45, il y avait un critère d'albuminurie à plus de 200. Et entre 20 et 45, on incluait également les patients non albuminuriques. La dapagliflozine a montré son efficacité sur les critères de baisse du DFG, d'arrivée en dialyse et de décès rénal, baisse de 39%. L'empagliflozine a également montré son efficacité sur les mêmes critères avec une baisse de 28%. Et là, comme je vous l'ai dit, avec l'avantage d'avoir également inclus des patients non albuminuriques et d'être descendu jusqu'à 20 DFG. Et le bénéfice rénal est également démontré dans les populations insuffisantes cardiaques. Donc, en FEVG altéré, le critère rénal était significativement atteint quand on fait la méta-analyse en PROR DAPA-CKD. Donc, il y a un effet bénéfique cardiovasculaire aux glyphlosines, quel que soit le DFG, et il y a un effet bénéfique rénal dans ces populations. Et dans la population à FE préservée, là, le critère rénal n'était pas significatif, mais en tout cas, il n'y a pas de risque rénal. Donc, l'intérêt reste toujours. Donc, globalement, mes messages clés sur ISGLT2 et insuffisance rénale, c'est vraiment qu'il faut les prescrire largement puisqu'on a un bénéfice à la fois cardiovasculaire et rénal
à la fois dans les populations insuffisantes cardiaques et insuffisantes rénales. Dans les populations insuffisantes cardiaques, on n'a pas les problématiques de remboursement qu'on a pour les diabétiques. L'idée, c'est que si le DFG est à plus de 20, vous les introduisez et vous prenez les mêmes précautions que chez les non-insuffisants rénaux. Que si le DFG est à moins de 20, on ne peut pas les introduire, on est hors AMM et en tout cas, on n'a pas d'évidence dans la littérature qu'il faut les introduire parce que ces patients n'ont jamais été inclus. Mais en revanche, vous pouvez les poursuivre jusqu'à la dialyse. Et en France, théoriquement, il faut les arrêter à l'arrivée en dialyse. Évidemment, après, vous restez maître de vos décisions hors AMM. Il faut avoir en tête que même si le bénéfice cardiovasculaire et rénal est là, si le DFG est à moins de 45 et de manière évidente en dessous de 30, vous perdez votre effet antidiabétique. Donc, il ne faut pas le voir comme un antidiabétique chez l'insuffisant rénal, il faut le voir comme un cardio et un néphroprotecteur. Une diapositive rapide sur le LVAD. Globalement, les données sont bonnes quand la fonction rénale reste préservée, puisque finalement la tolérance rénale est bonne. L'effet du débit continu ne semble pas délétère d'après ce qu'on peut lire dans la littérature et on va récupérer la composante d'insuffisance rénale fonctionnelle. Il y a des cas décrits de DP, d'hémodialyse sur fistule, d'hémodialyse sur cathéter chez les patients en LVAD. Donc, c'est possible d'associer LVAD et dialyse. Mais il faut quand même avoir en tête qu'à partir d'une insuffisance rénale stade 4, le pronostic global reste très réservé et il faut vraiment que ce soit en pont à la transplantation chez des personnes en bon état général. Et je ne pense pas qu'on rende service à quelqu'un de 75-80 ans à associer dialyse et LVAD dans la mesure où le pronostic restera extrêmement mauvais malgré l'association de ces deux techniques. Voilà pour la partie médicaments. Sur la gestion des diurétiques. Les messages qui me semblent importants, c'est vraiment de considérer que on ne met pas de diurétique sans restriction sodée. Donc, il n'y a aucune cohérence à se dire je protège le rein en mettant une perfusion de sérum salé et beaucoup de diurétique. Dans ce cas-là, mettez plutôt moins de diurétique et moins de sérum salé et il y aura moins d'effets indésirables. Donc déjà, soit je remplis, soit je vide, mais je ne fais pas les deux en même temps. La restriction hydrique, elle n'est pas systématique dans la mesure où, au long cours, elle est extrêmement difficile à supporter pour les patients et les insuffisants cardiaques ont une soif qui est souvent très intense. Donc, réservez-la au moment où vous en aurez vraiment besoin, à savoir les situations de décompensation cardiaque aiguë ou les situations d'hyponatrémie. Pour le reste, le message que je donne, c'est souvent d'être modéré et constant dans sa consommation d'eau, mais d'éviter les régimes trop stricts qui sont impossibles à tenir au long cours. Et puis, quand on met des fortes doses de diurétiques, l'élément d'équilibration, ça va souvent être le bilan entrée-sortie, donc le poids et la durèse. Les diurétiques auront un effet bien plus important si vous les associez et si vous les répartissez dans le temps, puisqu'on sait que si on bloque un segment tubulaire, les autres vont surfonctionner et donc on va avoir une réabsorption en aval de ce qu'on n'a pas absorbé en amont. Et puis si on bloque à un moment de la journée, les tubules risquent également de compenser le reste du temps. Donc plus vous aurez une association de 2 ou 3 diurétiques et plus vous aurez une prise de diurétique en 2 voire 3 fois par jour avec éventuellement une dernière prise à 16 heures si 18-20 heures c'est impossible par rapport à la durée nocturne, plus vous serez efficace. Et l'intraveineux est évidemment à réserver aux formes sévères, sachant qu'on n'a pas de preuve de supériorité entre le discontinu et le continu dans les situations intraveineuses. Les diurétiques de Lens sont les médicaments indispensables dans la situation de congestion, mais encore une fois, il est toujours bon de les associer. Vous les répartissez sur la journée. Et dans la situation d'insuffisance cardiaque chronique,
voilà, c'est pas basé sur des données de la littérature, mais mon expérience me montre quand même que quand on commence à atteindre 250 mg par jour de furosémide et que malgré ça, on a des décompensations, soit on a une insuffisance rénale bien plus importante que ce qu'on croit, soit on a une insuffisance cardiaque très sévère. Et pour moi, le moment est venu, en tout cas, d'adresser le patient au néphrologue pour avoir une expertise et, si possible, un suivi conjoint. Les thiazidiques, encore une fois, c'est pas prouvé dans la littérature, mais dans mon expérience, l'indapamide fonctionne bien mieux que l'hydrochlorothiazide dans la situation d'insuffisance cardiaque. En revanche, là où l'hydrochlorothiazide donne beaucoup d'hyponatrémie, l'indapamide peut donner des hypokaliémies très importantes. Donc, si vous introduisez l'indapamide, faites-le quand vous pouvez en hospitalisation, et si ce n'est pas le cas, faites vraiment une surveillance du poids du ionogramme très rapprochée suite à l'introduction. Pour les épargneurs de potassium, souvent les cardiologues ne veulent pas l'introduire parce qu'il y a une insuffisance rénale. Mais il faut quand même garder en tête que les épargneurs de potassium, à commencer par la spironolactone, sont contre-indiqués dans les situations d'insuffisance rénale parce qu'ils sont pourvoyeurs d'hypercalémie. Et que votre patient qui est sous forte dose de diurétique de Lens est très souvent hypocalémique. Et que dans ces situations d'hypocalémie, si vous ne lui mettez pas de spironolactone, vous lui mettez du Diffuca. Donc, ça n'a aucun sens de mettre un médicament de type Diffuca parce que vous avez peur des hypercalémies sous spironolactone. Donc, globalement, les épargneurs de potassium, il faut les mettre sur les terrains hypocalémiques parce que vous allez à la fois optimiser votre effet diurétique et protéger de l'hypocalémie. Mais évidemment, si vous avez une calémie normale supérieure ou élevée, eh bien, vous ne pourrez pas les mettre, mais ce n'est pas si fréquent dans la situation des insuffisants cardiaques sévères. Il faut parfois mettre des doses élevées. Et puis, évidemment, il faut surveiller la calémie et la créatininémie. Une diapositive sur la notion de pression-perfusion rénale, juste pour vous rappeler que finalement, le rein, pour perfuser, il a besoin d'une pression artérielle moyenne qui est supérieure d'au moins 80 mm de mercure à la pression veineuse centrale, la pression veineuse rénale. Donc, globalement, gardez en tête qu'un patient qui est en insuffisance rénale fonctionnelle, il peut y avoir une problématique de congestion d'aval et donc de PVC augmenté ou d'hyperpression intra-abdominale, mais il y a également toujours la notion d'hypoperfusion artérielle qui fait qu'à un moment, le gradient n'est pas suffisant pour maintenir une fonction rénale. Alors, les situations des diurétiques, c'est souvent la situation où on a un patient chez lequel on a l'impression qu'on doit choisir entre mettre des fortes doses de diurétiques et risquer l'insuffisance rénale aiguë, ou tolérer des faibles doses de diurétiques et finalement laisser le patient sortir avec une surcharge. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors là-dessus, la littérature est claire. Je vais vous montrer une ou deux études, mais toutes montrent la même chose. Là, c'est une étude qui est ancienne, mais c'est toujours les mêmes données, qui a comparé les patients selon s'ils sortaient d'hospitalisation avec une décompensation, avec une insuffisance rénale aiguë et avec de la congestion. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, il vaut mieux sortir sans congestion et sans insuffisance rénale. Mais ça, on est tous d'accord. Mais il vaut mieux sortir avec une insuffisance rénale et plus de congestion qu'avec une congestion et plus d'insuffisance rénale. Donc, ce qui va faire le pronostic de votre patient, c'est de le laisser congestif. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir vous sortir de cette congestion, si possible par les diurétiques, et si ce n'est pas possible, autrement. Mais il vaut mieux tolérer une insuffisance rénale fonctionnelle qui est souvent transitoire, du moment qu'elle ne met pas en danger le patient avec des urées à 40, à 50 ou avec des troubles ioniques, plutôt que essayer d'avoir une fonction rénale normale et un patient qui va revenir systématiquement. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir le volémie à tout prix
mais de rester attentif à l'insuffisance rénale aiguë. Donc, dans les situations d'insuffisance rénale aiguë, vous adaptez les diurétiques, vous vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé, évidemment, sur cette situation que vous jugez comme une hypervolémie. Vous maintenez une pression artérielle moyenne et un débit acceptable pour les raisons de pression de perfusion rénale que je vous ai citées. Vous vous assurez qu'il n'y a pas une autre cause d'insuffisance rénale qui explique cette dégradation. Et puis, si vous avez éliminé tout ça, il faut prendre un avis néphrologique ou du réanimateur si vous êtes dans une situation avec une urée à plus de 40, avec des troubles ioniques sévères, avec un OAP réfractaire ou avec des troubles de la natrémie ou de la kaliémie sévère. La dialyse, elle est dans les situations d'insuffisance rénale aiguë ou de vraie résistance aux diurétiques. Et c'est vrai que dans les situations de décompensation cardiaque aiguë, il est quand même souvent plus sécurisé pour le patient de la commencer en réanimation, ce qui permettra en plus d'avoir une dialyse continue. Et, mais ça, je reviendrai sur cette idée. Un patient qui est insuffisant cardiaque réfractaire aux diurétiques, qui dégrade sa fonction rénale sous diurétique, évidemment, il va falloir penser à une escalade thérapeutique, mais il faut également garder en tête que quelle que soit l'escalade thérapeutique, c'est quand même un marqueur d'extrêmement mauvais pronostic et qu'il faut se poser la question de mettre un niveau de soins adapté au patient. Donc, dernière partie qui était ma thématique aujourd'hui, les techniques d'UF et de dialyse. Alors, il y a deux situations que je vais différencier. Il y a la situation aiguë, la décompensation cardiaque aiguë, dans laquelle vous n'arrivez pas à obtenir de volémie. Et il y a la situation chronique dans laquelle vous arrivez à chaque fois à obtenir une volémie, mais finalement, on garde des décompensations congestives répétées malgré un traitement qui est optimisé. Donc, vous avez une triple diurétisation, vous avez les doses maximales, en tout cas, vous avez au moins 500 mg de furosémide, vous l'avez réparti en 3 fois, vous avez associé tout ce que vous pouvez associer, vous êtes sûr que le patient respecte la restriction sodée et malgré ça, il décompense. Eh bien, dans cette situation, évidemment, en fonction du pronostic global du patient, vous pouvez évoquer une technique de dialyse ou d'UF. Ce que je vais appeler UF, c'est une extraction d'eau et de sel, avec évidemment les électrolytes qui vont avec, donc un objectif de décongestion, là où finalement la dialyse a un objectif d'épuration extrarénale. Donc, elle va extraire plusieurs litres d'eau et de sel, mais elle va également avoir un effet de nettoyage du sang. L'hémodialyse, elle peut être adaptée aux situations de syndrome cardio-rénal de type 1 ou 2. La dialyse péritonéale, ce n'est pas une situation d'urgence, donc ça va être uniquement adapté au type 2. Et l'UF isolé, je vais vous en parler, mais on est quand même plutôt dans le type 2 et avec quelques réserves. Alors, je commence par la situation de l'insuffisance cardiaque chronique, soit la personne qui redécompense souvent en venant à l'hôpital, soit la personne qui reste avec un cœur droit extrêmement congestif, avec de l'acide et d'autres complications invalidantes. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir optimisé le traitement et je suis toujours très attentive quand on évoque des patients à m'assurer qu'on n'est pas dans une situation de bas débit, puisque souvent quand le patient est insuffisant cardiaque gauche et qu'il ne répond pas aux diurétiques, soit c'est parce qu'il reste congestif et dans ce cas-là, des techniques de décongestion vont l'aider. En revanche, si c'est un bas débit sévère, vous aurez beau lui proposer de l'hémodialyse, de la dialyse péritonéale, il va se dégrader tout aussi vite. Donc, ça n'a aucun sens de s'orienter vers de la dialyse dans les situations de bas débit. Alors, la dialyse péritonéale, qu'est-ce que c'est? La dialyse péritonéale, c'est un cathéter qui est introduit soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale, sous celluloscopie, dont l'extrémité se situe dans le cul-de-sac de Douglas et pour lequel on a un délai de cicatrisation assez long, raison pour laquelle on ne peut pas l'utiliser du jour au lendemain. Donc, c'est une chirurgie qui, effectivement, peut se faire sous local, ce qui est bien chez l'insuffisance cardiaque, mais ensuite, on a un délai de cicatrisation d'environ 21 jours. Et plus on va avoir une hyperpression abdominale, plus ça va
créer des risques de fuite ensuite. Donc, en général, chez l'insuffisant rénal, suite à la pose du cathéter, on ne touche pas le cathéter, sauf pour faire des pansements, mais on ne l'utilise pas pendant 21 jours. En revanche, chez le patient ascitique, on va effectuer des drainages pendant ces 21 premiers jours pour éviter qu'il y ait des fuites liées à l'acide. En tout cas, l'idée des 21 premiers jours, c'est de ne jamais introduire de gros volumes. Donc, si par exemple, il y a un saignement chez les patients sous anticoagulants, on va faire des tout petits rinçages, mais en tout cas, on ne va jamais introduire 1,5 litre ou 2 litres avant que la cicatrisation ne soit complète. Il y a deux techniques, manuelles ou automatisées. Avec donc automatisée, c'est une machine qui fait tous les allers-retours la nuit. Dans la situation de l'insuffisance cardiaque exclusive, donc sans insuffisance rénale, on utilise quasiment toujours une technique manuelle qui va consister à remplir le ventre du patient à partir du liquide qui est contenu dans une poche, de laisser ce liquide stagner. Et le liquide qu'on met dans l'insuffisance cardiaque, c'est un liquide qui stagne 8 à 16 heures, donc qui en général stagne toute la nuit. Et le matin, on va drainer avec une poche vide. Et donc ce liquide étant composé de polymère du glucose, il va attirer l'eau et le sel par effet osmotique. Et donc si par exemple on a mis 2 litres et que le lendemain on retire 2,5 litres, et bien finalement on a déplété le patient de 500 millilitres. Donc, on n'est pas. Cette technique manuelle, chez le patient insuffisant rénal, elle a lieu 4 fois par jour. Donc, 4 fois par jour, le patient remplit son ventre, attend 4 heures, vide son ventre et directement re-remplit son ventre, attend 4 heures, vide son ventre. Chez l'insuffisant cardiaque, on n'a pas besoin d'une épuration sanguine qui, elle, prend beaucoup de temps. On a juste besoin d'avoir cet effet de retrait d'eau et de sel. Donc, il est très fréquent que l'insuffisant cardiaque n'ait qu'une seule poche la nuit et n'est ça qu'une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Donc finalement, les échanges pour faire de l'ultrafiltration sont très réduits et moi, quand je parle de la dialyse péritonéale aux insuffisants cardiaques, je leur dis systématiquement, ne regardez pas sur Internet parce que ça ne s'appliquera pas à ce qu'on fera pour vous. Ce qu'on fera pour vous, dans un premier temps, ce sera beaucoup plus léger. Vous pouvez le faire vous-même, ça peut être une infirmière qui le fait. Mais il faut quand même les informer que, au cours du temps, comme tous les insuffisants cardiaques sévères, leur fonction rénale peut se dégrader. Et donc, finalement, que ce traitement de faveur qui est un nombre de poches réduit par semaine, on ne peut pas garantir qu'on arrivera à le maintenir plus que 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans. Et on a des patients qui, pendant des années, font une poche par semaine, 2 poches par semaine, et des patients qui, du fait d'une poursuite de l'aggravation cardiaque, vont devenir insuffisants rénaux et vont passer à un schéma complet. En termes de bénéfices, les données dont on dispose sont des données de type avant-après, donc avec les limites que ça implique, mais elles montrent toutes la même chose et c'est vraiment ce qu'on voit. La qualité de vie est améliorée, le test de marche est amélioré, on a moins d'hospitalisation, on a moins de dyspnée. Donc globalement, ce que je retiens, ce qui me marque dans la dialyse péritonéale, c'est que la pose du cathéter peut être compliquée, que parfois lors des premiers échanges, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas anticipées, qui sont des complications de l'acide chronique, un canal péritonéo-vaginal qui est perméable, une communication péritonéo-pleurale. Les patients insuffisants cardiaques peuvent être plein de surprises à l'initiation de l'ADP. Mais en revanche, une fois qu'on a commencé, si ça se passe bien, très souvent, ça se passe bien longtemps et le patient est vraiment bien équilibré et amélioré. Donc, mes messages clés sur la dialyse péritonéale, c'est que c'est une technique différée qui a pour avantage de permettre aux patients un maintien à domicile et puis, comme c'est une technique qui est plus douce que l'hémodialyse, une meilleure préservation de la fonction rénale. Il peut être assisté par une IDE ou le faire tout seul. Et la période la plus à risque, c'est la période périopératoire. Une fois que vous avez commencé, comme je vous l'ai dit, le schéma de traitement est allégé par rapport à l'insuffisance rénale. Les bénéfices symptomatiques est là, il y a moins d'hospitalisation et donc on préserve la fonction rénale. En revanche, et
une limite et que le patient insuffisant cardiaque en dialyse péritonéale, s'il a vraiment besoin de la dialyse péritonéale de manière quotidienne, ne pourra pas être hospitalisé en cardiologie s'il n'est pas autonome. Donc, c'est-à-dire si d'habitude c'est une infirmière qui fait les échanges, s'il est hospitalisé et qu'il a besoin de la dialyse péritonéale, eh bien en cardio, les infirmières ne savent pas faire de l'ADP. Donc, quel que soit son motif d'hospitalisation, il sera hospitalisé en néphrologie, ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de prendre en charge une insuffisance cardiaque. Donc, gardez quand même en tête que les patients en dialyse péritonéale, soit ils ont 1 ou 2 poches par semaine et on peut s'en passer, ils peuvent aller n'importe où, soit ils sont insuffisants rénaux avec beaucoup de poches et là, on va être dans une situation où finalement leur accès à certains services spécialisés sera restreint. Et puis l'intérêt est quand même vraiment assez évident dans l'insuffisance ventriculaire droite. Donc voilà pour mes messages pour l'ADP. Sur la question de l'hémodialyse versus UF isolé. Donc je vous rappelle, l'hémodialyse, on va avoir une fonction d'épuration et souvent on va y ajouter une fonction d'UF de quelques litres. L'UF isolé, on va uniquement enlever du liquide sans cette fonction d'épuration. Quelle que soit la technique, il est souvent déraisonnable de faire une fistule artério-veineuse d'emblée et en phase de décompensation, puisqu'une fistule artério-veineuse, c'est une surcharge qui est imposée au débit cardiaque et donc ça peut exposer le patient au risque de décompensation. Donc globalement, évitez de faire une fistule d'emblée. Débutez la technique sur un cathéter, donnez-vous déjà quelques mois pour l'équilibrer sur le plan hydrosodé, pour voir comment il tolère la dialyse. Et puis si ensuite les paramètres cardiaques sont améliorés, s'il y a une bonne tolérance, là on peut envisager de faire une fistule en phase équilibrée. Et évidemment, il vaut mieux faire une fistule à l'avant-bras qu'au bras, puisque les fistules au bras ont des plus gros débits et donc sont donc plus fatigantes pour le cœur. L'hémodialyse et l'UF isolé, globalement, la seule différence, ça va être le fait d'avoir une épuration. Donc, le choix, il est binaire, c'est est-ce que je l'ai à disposition, l'UF isolé. Si ce n'est pas le cas, je vais utiliser un générateur d'hémodialyse, éventuellement sur lequel je mets un tout petit débit dialysat. Et puis, est-ce que ma fonction rénale nécessite ou non une épuration? Mais globalement, le risque rénal est le même, c'est-à-dire quand vous faites des séances où en quelques heures, vous faites perdre plusieurs litres à votre patient, vous créez des ischémies rénales et en créant des ischémies rénales, vous exposez le risque que le patient, en quelques mois, devienne anurique. Et donc, un patient qui a des ultrafiltrations importantes en quelques heures, 3 fois par semaine, qui perd sa fonction rénale, c'est finalement un patient qui va avoir encore plus de poids à perdre lors des séances de dialyse et dont la tolérance cardiaque peut être moindre. Donc, souvent, dans le syndrome cardio-rénal de type 2, on commence soit avec de l'hémodialyse, soit avec de l'UF, mais assez peu de séances. Parfois, 1 ou 2 séances par semaine vont pouvoir équilibrer le patient. Mais comme je vous l'ai dit, dans le temps, on va voir assez souvent une dégradation de la fonction rénale et une évolution vers l'insuffisance rénale terminale, ce qui fait qu'on va devoir passer à 3 séances par semaine. Et parfois, la tolérance du patient est faible et il est bien mieux en hémodialyse quotidienne qu'en hémodialyse 3 fois par semaine. Donc, c'est tout de même un projet qui est loin d'être anodin et qui nécessite évidemment d'avoir informé le patient sur le fait que ce n'était pas une solution extraordinaire ni magique dans la mesure où on lui rajoute quelque chose d'assez lourd et que finalement, ça ne va pas résoudre la situation d'insuffisance cardiaque. L'avantage de l'hémodialyse, c'est que ça peut se faire dans des situations d'urgence. Vu qu'on commence sur un cathéter, eh bien, on pose le cathéter, on peut commencer juste après. La tolérance hémodynamique est souvent bien meilleure que celle qu'on craint, même chez des patients très hypotendus. J'ai souvent eu l'expérience d'une bonne tolérance de l'hémodialyse sur le plan hémodynamique, mais plutôt d'une grosse fatigue. Et c'est souvent elle qui fait que le patient se sent mieux en quotidienne qu'en 3 fois par semaine.
Les patients sont soulagés, mais en revanche, sur l'acide, ça fonctionne peu. Et chez les ascitiques, il va souvent falloir associer l'hémodialyse à des ponctions d'acide régulières. L'évolution se fait souvent vers des arrêts cardio-respiratoires. Alors, est-ce que c'est lié aux variations volémiques? Est-ce que c'est lié aux variations kaliémiques? C'est impossible de le dire, mais finalement, on va souvent voir un patient qui tolère bien les séances, qui a l'air d'aller bien, et puis au bout de quelques mois, quelques années, certains de ces patients vont présenter un arrêt cardio-respiratoire. Et il n'est pas possible de savoir évidemment à quoi c'est dû. Ce qu'on voit vraiment, c'est que les patients font très peu de décompensation quand ils ont commencé l'hémodialyse. Alors, savoir si c'est l'effet de l'hémodialyse ou si c'est l'effet d'un suivi plus rapproché, c'est impossible, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont le plus souvent, bien moins souvent en cardiologie. Et donc, comme je vous l'ai dit, il faut quand même vraiment garder en tête que l'insuffisance cardiaque sévère qui fait de la dialyse perd assez souvent, assez rapidement sa fonction rénale. Donc, si vous avez un projet de transplantation cœur seul, il vaut mieux l'orienter vers la DP qui n'aura pas cet effet que vers l'hémodialyse. Donc, et dans la situation, évidemment, comme je l'ai dit, d'insuffisance cardiaque chronique, il faut toujours évoquer l'abstention thérapeutique dans la mesure où on a des patients assez régulièrement âgés, peu autonomes, dont le pronostic cardiaque est sévère, que ce soit avec ou sans la dialyse, dont la qualité de vie est déjà altérée et peut être encore plus altérée si la tolérance de la dialyse est modeste. Et puis parce que je pense que souvent, on a l'impression que les patients vont mieux en dialyse, mais peut-être qu'il y aurait au moins partiellement une confusion entre le bénéfice de la dialyse et le bénéfice du suivi rapproché. Et qu'en réussissant à voir plus souvent les patients insuffisants cardiaques, ben finalement, on évitera les décompensations cardiaques sans avoir la pénibilité de la dialyse. Donc, dans cette décision, il me paraît quand même vraiment important d'informer le patient de façon claire et objective sur ce que lui apportera et ce que ne lui apportera pas la dialyse, sur l'absence de fort niveau de preuve et puis de réévaluer régulièrement les souhaits du patient. Voilà pour la partie insuffisance cardiaque chronique. Je vais passer vite sur la situation aiguë parce que c'était un peu moins la thématique. En situation aiguë, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de dialyse péritonéale, donc on a le choix entre l'hémodialyse et l'UF isolé. L'UF isolé n'a pas montré son bénéfice. Il y a des essais contrôlés randomisés positifs. Il y a des essais contrôlés randomisés en défaveur de l'UF seul. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas si l'UF isolé fait mieux. L'UF seul, selon moi, est vraiment à ne considérer que si la fonction rénale est préservée. Et en cas de fonction rénale altérée, il faut évoquer l'hémodialyse. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, un patient insuffisant cardiaque qui ne répond pas à de fortes doses de diurétique, c'est un patient dont le pronostic est mauvais, à moins qu'il y ait un projet évidemment de greffe à très court terme. Donc, il faut que le projet thérapeutique soit clair avant d'envisager un transfert en réanimation ou même de l'hémodialyse ou de l'UF en néphro. Il faut que la mise en œuvre soit rapide pour éviter les conséquences de cette surcharge prolongée. Il faut une surveillance rapprochée et il faut que le personnel soit formé à ces techniques. Donc, pour conclure, à quoi peut servir le néphrologue dans les situations de syndrome cardio-rénaux? Eh bien, d'abord pour l'approche diagnostique, pour évaluer le niveau d'insuffisance rénale pour mieux ajuster les médicaments et pour évaluer la cause de l'insuffisance rénale et sa réversibilité dans les situations, entre autres, pré-greffe. Dans l'approche thérapeutique, j'espère vous avoir éclairé un peu sur la nécessité d'une restriction SOD systématique et bien suivie, sur le management des diurétiques, sur finalement les situations dans lesquelles on va considérer que le patient est réfractaire aux diurétiques, sur les bonnes et les mauvaises indications de dialyse, et sur la nécessité de rester humble sur notre niveau de connaissance, sur le bénéfice individuel du patient, puisqu'on a toujours de bonnes et de mauvaises surprises sur la réponse du patient à ces thérapeutiques. Et puis, vraiment, un de mes messages clés, c'est que le suivi fait la survie. Et
voilà. Évidemment, les techniques de dialyse ou d'UF pourront avoir un impact sur le pronostic du patient, mais les décompensations cardiaques, la meilleure manière de les prévenir, et ça vous le savez bien, c'est de surveiller les patients et d'ajuster très très régulièrement leur thérapeutique. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Je suis toute oui pour vos questions. Merci beaucoup pour ce super topo. C'est Clément Delmas à Toulouse. Je suis désolé, je suis arrivé un petit poil en retard. Et je vois que Guillaume est là aussi, qui s'appelle Michel Gagné, puisqu'il a pris les codes de Michel, mais c'est bien Guillaume Baudry. J'ai plein de petites questions qui sont apparues au cours de votre présentation, parce que je suis pas néphrologue et qu'il y a des notions que j'ai pas. Et Guillaume, qui est probablement le plus néphrologue des cardiologues que je connais, aura d'autres questions, je n'en doute pas. Moi, j'ai des petites questions sur déjà les traitements dont vous avez parlé, et notamment l'endapamide, qui est un produit pour ma part que j'utilise absolument pas, par mes connaissances probablement. Vous avez comparé donc dans votre approche aux thiazidiques, qui sont quelque chose qu'on utilise quand même assez fréquemment en cardio, même si récemment l'acétazolamide et puis les études en post-aigu thiazidique et acétazolamide font peut-être dire que le Diamox a peut-être un peu plus d'intérêt parce que moins d'effets indésirables. Mais comment vous gérez ça, cet endapamide, en post-aigu ou même en chronique? Quelle dose? Comment vous débutez? Alors, j'ai plus l'expérience en chronique parce que c'est les patients que je voyais davantage. Initialement, je débutais un comprimé d'indapamide LP par jour et j'ai été confrontée, alors je ne peux pas dire régulièrement, mais en tout cas plusieurs fois à des patients qui étaient sous 1 gramme de furosémide par jour, sous spironolactone, sous hydrochlorothiazide et qui étaient extrêmement congestifs. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi physiopathologiquement, avec un comprimé d'indapamide par jour, ils finissaient à 2 de calémie, ils avaient perdu 6 litres et même si je leur avais dit de m'appeler, évidemment, ils ne m'avaient pas appelé. Donc, aujourd'hui, alors, en hospitalisation, je dirais ça, un comprimé par jour et vous surveillez l'ionogramme tous les jours. En revanche, en ambulatoire, j'avais plutôt tendance à leur mettre un comprimé d'indapamide LP un jour sur deux, de refaire un ionogramme, de leur demander de me rappeler avec leur poids et de passer un comprimé par jour. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de... Alors, voilà, on est souvent à un comprimé par jour, il n'y a pas des fourchettes d'eau très importantes. Mais c'est vrai que cet effet, on ne le voit pas du tout chez l'insuffisant rénal. Je ne sais pas exactement comment il s'explique, mais j'y ai été confrontée plusieurs fois avec vraiment des hyperdurèses très étonnantes. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit peu. Alors, je ne sais pas, Guillaume, toi, dans ta pratique à Lyon ou ce qu'il faut à Nancy, maintenant que tu es à Nancy, nous, indapamide pour de la décongestion d'insuffisance cardiaque chronique. Alors, peut-être que si mon patron m'écoutait, il me dirait, mais tu n'as rien compris, tu n'as rien suivi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait peu. Et par contre, en pratique, ce qu'on voit, et notamment en France, Guillaume qui fait bien la littérature aussi, c'est des doses de l'azilique qui sont très très élevées. C'est-à-dire que quand on regarde les publis françaises, on est à 750 grammes pour les sévères. Et finalement, quand on regarde les publis nord-américaines, mais même de l'Est de l'Europe ou du Nord de l'Europe, à 250, c'est l'impression qu'on a aussi, comme vous. Pour eux, c'est déjà beaucoup et on passe à d'autres choses à côté. Oui, bah, ce qui est marrant, c'est que la dose de 250, c'est celle que nous, on a retrouvée, même si le papier, on a du mal à le faire passer parce que les éditeurs nous disent, mais c'est connu, plus il y a de l'azilix, plus ils sont graves, plus ils meurent. Mais c'est vrai on retrouvait donc chez les patients d'attente de greffe ce cut-off. Et pour continuer un peu sur la question de Clément, il y a très peu d'évaluation des diurétiques au long cours. Toutes les études sont en aigu et en suraigu. On voit que dans les études, c'est de la décongestion à la sortie pour les études récentes, ce qui est bien, mais ce qui nous intéresse assez peu pour le suivi chronique des patients, et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une résistance qui se met en place petit à petit, et on se demande s'il ne faudrait pas faire une sorte de turnover des diurétiques et d'alterner comme ça sur. C'est ce que je dis, hein, c'est pas du tout prouvé, etc. Mais on pourrait imaginer que s'il y a des petits mécanismes pour de résistance au fur et à mesure ou de faire des arrêts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florence. Alors, ça me paraît compliqué en pratique de faire des arrêts et je pense quand même que dès qu'on va bloquer un segment, les autres vont compenser. Et donc, il faut vraiment bloquer partout tout le temps en fait.
Donc, c'est vraiment de se dire, c'est pas la dose journalière qui compte, c'est l'exposition cumulée, un peu une forme d'AUC furosémide, qui évidemment on va pas doser, mais de dire, faut vraiment que je répartisse 3 fois par jour, et en sachant que le caractère pronostique, il est aussi que l'efficacité du furosémide dépend de la fonction rénale. Donc, plus la fonction rénale est dégradée, comme le furosémide agit directement dans la lumière tubulaire, plus la fonction rénale est dégradée, moins le furosémide est fixé, moins le furosémide est efficace. Donc, c'est effectivement à la fois un marqueur et un facteur pronostique important. Mais en tout cas, il faut vraiment garder en tête ce seuil qui est là, on va vers une situation délicate. Le patient n'est pas sous contrôle. Qu'est-ce que je fais de plus? Et c'est le bon moment pour l'évoquer parce qu'ensuite, il se dégrade parfois très, très vite. Et ben, qui dit dégradation dit cachexie, perte d'autonomie, et après l'heure, c'est plus l'heure, effectivement. Et quand vous mettez du coup l'indapamide à ces patients qui sont déjà sous voire trithérapie diurétique, à ce moment-là, vous baissez, vous arrêtez, vous ne touchez pas aux thiazidiques associés? Jusqu'à présent, moi, je les ai toujours arrêtés. J'ai toujours fait un remplacement. D'accord. Sur la dialyse péritonéale, Florence, est-ce que tu as vu des améliorations de fonction rénale qui peuvent perdurer comme ça en passant cette phase de congestion et en les décongestionnant, qui permettent ensuite d'avoir une meilleure efficacité des diurétiques et de suspendre même transitoirement, ou une fois que c'est lancé, de toute façon, même si la fonction rénale s'améliore, finalement on garde cette dialyse même épisodiquement, une fois par semaine par exemple? Ah si, alors on en a vu on en a vu plusieurs, hein. C'est vrai que ces patients, ils sont tellement fluctuants qu'ils peuvent être résistants aux diurétiques et 2 kilos au-dessus, 2 kilos en dessous, repasser sous 80 mg de furosémide par jour. Donc, finalement, il est difficile d'affirmer qu'ils seront toujours résistants aux diurétiques et souvent leur fourchette de poids optimale pour la fonction rénale est très réduite. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que la situation dans laquelle on évoque la dialyse péritonéale, il faut vraiment être sûr qu'on a tout optimisé, qu'on est au bon poids, qu'il ne faut pas peut-être faire un petit peu d'hémodialyse pour le remettre à un poids différent, ce qui permettrait à nouveau de retrouver une sensibilité aux diurétiques. Et dans votre pratique, l'un et l'autre, ces situations de DP, parce que moi, sur les 10 dernières années, on l'a évoqué plusieurs fois. En pratique, on l'évoque toujours très tardivement et très tardivement dans l'histoire clinique des patients. Je ne sais pas finalement à tort ou à raison, je n'ai clairement pas l'expérience pour. Et finalement, ces patients, j'ai l'impression qu'ils sont très rares, puisque, comme vous l'avez dit, finalement, à l'heure actuelle, c'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée, soit où on n'a pas optimisé les voire quadrithérapies diurétiques, soit le plus souvent qui ont du bas débit associé qui explique le problème, ou alors, en effet, qui ont une insuffisance rénale qui a évolué toute seule ou secondaire au cœur, mais qui s'est chronicisée, qui évolue désormais toute seule. C'est quelque chose que vous faites fréquemment, vous? Finalement, on a beaucoup plus, même si les patients insuffisants cardiaques droits sont loin d'être majoritaires dans la population des insuffisants cardiaques, c'est finalement les situations qu'on rencontre le plus parce que souvent, c'est des patients sur des valvulopathies qui sont plus jeunes, donc plus accessibles à ces techniques en termes de pronostic et qui, eux, vont être dans ces situations où ils n'ont pas de bas débit. Donc, je dirais que finalement, les meilleures indications sont celles-là, et puisque on a vraiment le côté IVD sans avoir cette composante de bas débit surajoutée. Mais sur des insuffisances cardiaques diastoliques, on en voit quand même aussi qui répondent bien. Et au vu potentiellement de ce préservation de la fonction rénale que j'avais jamais intuité jusqu'à maintenant et votre présentation, est-ce que finalement un patient qui est sur liste de transplantation, donc il y a un projet, une insuffisance cardiaque avancée, un projet de transplantation, donc potentiellement on peut avoir le LVAD en bridge, ça c'est possible pour ces patients. Quand on n'est pas dans cette démarche-là, est-ce que plutôt que d'avoir une voire une quadrithérapie diurétique qui certes va jouer sur la décongestion, mais je vais parler très peu physiopathologie, mais on va tirer en fonction sur le rein, on va dire,
en permanence. Et dans les cas où c'est pas purement du bas débit, où là on peut avoir des cures d'inotropes par exemple, hein, mais est-ce que ces patients-là, finalement, plutôt que d'avoir 1 gramme de Lasix, 50 des Hydrex, 25 ou 50 de lactone et maintenant la glyphosine, est-ce qu'il n'y a pas certains patients pour lesquels on ne devrait pas les mettre peut-être plus tôt que ce qu'on fait nous à Toulouse, en tout cas, en DP? Alors, je pense que la DP reste une approche qui est iatrogène, dont on ne peut pas estimer à l'avance l'efficacité, c'est-à-dire l'UF qu'on va faire en faisant des échanges. Donc, pour moi, ça doit rester quand même une technique, entre guillemets, de dernière ligne quand les diurétiques ne fonctionnent pas. D'autant plus que les diurétiques ne font pas surtravailler les reins, ils ne modifient pas le DFG, ils agissent en aval sur la réabsorption tubulaire. Donc, en termes de iatrogénie, pour moi, on est quand même… et puis même de contraintes pour le patient, tant qu'on arrive à une euvolémie sous-diurétique, il faut la préserver. D'accord. D'accord, d'accord. Et petite question pour finir, sur ces DP, bon, au-delà des contraintes qu'on voit bien, hein, donc évidemment différentes si c'est 1 fois, 2 fois par semaine ou tous les jours, on a quoi comme complications? J'imagine qu'on a des problématiques infectieuses, des problématiques sur le cathéter lui-même. C'est quoi l'incidence, on va dire, et la gravité de ces complications? Alors, sur les patients en DP en général, les problématiques, ce sera surtout infection, des péritonites. Alors, les recommandations sont d'avoir moins de 0,4 patients par an. Ça me donne une idée, c'est-à-dire à peu près 1 pour 3 patients pour 1 an. Donc, on n'arrive pas à infuser, on n'arrive pas à drainer, ou alors on infuse et puis on récupère pas assez, du coup on décongestionne pas. Donc ça, c'est chez le patient en DP en général. Chez les patients insuffisants cardiaques, comme je l'ai dit, souvent ça fonctionne derrière, mais en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, c'est plutôt la pose du cathéter chez des patients régulièrement valvulaires, donc sous anticoagulants à forte dose qu'on doit reprendre vite, les problématiques de fuite à cause de l'acide, les problématiques hémorragiques avec des hémorragies liées aux anticoagulants qui font que ça va modifier la perméabilité du péritoine, et les problématiques en lien avec l'hyperpression antérieure de l'acide, où on va remplir, puis tout à coup on se rend compte que ça monte dans la plèvre au fur et à mesure qu'on remplit le ventre, ou que les testicules grossissent au fur et à mesure qu'on remplit le ventre, des choses qu'on n'avait pas forcément pu voir en préopératoire. Alors c'est vrai que voilà, il est important d'alerter les chirurgiens sur les spécificités de ces patients, mais malgré ça, souvent dans mon expérience, le début est simple ou compliqué, mais ensuite ça fonctionne assez bien, une fois qu'on a passé les premières semaines. Mais voilà, les conditions peuvent fonctionner, ça dépend aussi des techniques chirurgicales, ça dépend d'autre chose. Merci beaucoup en tout cas pour ce super topo, à la fois physio et très, très pratique. On a perdu Guillaume qui vient de m'envoyer un message, c'est ce que je regardais, son ordi a planté, donc je crains que le temps qu'il revienne en est fini, mais on a pu bien échanger avec vous. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas Guillaume parce qu'on est en train, il a monté un sous-groupe insuffisance cardiaque avancée dans le GIC, donc le groupe insuffisance cardiaque de la Société française de cardio. Et on est en train de travailler un petit peu à des échanges entre sociétés ou en tout cas entre disciplines. Et je pense que la partie rénale est probablement importante. Et si vous êtes OK, ça serait intéressant qu'on revienne vers vous et que vous puissiez échanger avec nous si ça vous intéresse. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, on reviendra vers vous alors rapidement. Merci à tous et merci à vous particulièrement pour ce beau échange. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.